Bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une personnalité qui a vécu dans notre département. Il s'agit de Georges Pompidou, directeur de cabinet du général de Gaulle, Premier ministre, président de 1969 à 1974. Il a vécu avec son épouse Claude à Aurevilliers dans une demeure appelée la Maison Blanche. Et pour évoquer le parcours de Georges Pompidou, nous sommes avec Catherine Garrigue, l'un des auteurs du livre 78 personnalités qui illustrent les Yvelines. Et tout d'abord, Georges Pompidou, comment est-ce qu'il en vient à venir à Aurevilliers ? Eh bien, tout simplement parce que sa femme, Claude, a hérité de cette maison, la Maison Blanche, d'une partie de sa famille. Cette maison était à l'origine un café et ils l'ont transformée en résidence secondaire. C'est donc à Aurevilliers, dans un petit village dans le pays houdanais. Et ils ont énormément de plaisir à y venir jusqu'à la fin de la vie de Georges Pompidou, puisque très 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 gravement malade, le jour de sa mort, il est rapatrié d'urgence dans son appartement quai de Béthune et il meurt dans les quelques heures qui suivent dans cet appartement. Alors pour revenir un peu sur la vie de Georges Pompidou, il est né, c'est un petit-fils de paysan et fils d'enseignant et un élève brillant. Oui, tout à fait. On peut dire même que c'est un exemple typique, si vous voulez, de promotion sociale par l'instruction publique telle que le prônait la Troisième République. Ses parents sont effectivement des instituteurs républicains, admirateurs de Jaurès, le père milite à la SFIO, et Georges, le petit Georges, baigne dans cette atmosphère depuis sa plus tendre enfance. Il effectue sa scolarité dans le Midi, d'abord à Albi, où son père est nommé instituteur, puis à Toulouse, au lycée Pierre de Fermat, et ensuite il va à Louis-le-Grand, où il rencontre Léopold de Sédar-Senghor et Aimé Césaire. Il est reçu à l'école normale supérieure, puisqu'il est très brillant, en 1931, et il est premier, quelques années plus tard, 3 ans plus tard, à l'agrégation de lettres. Il hésite alors, à l'époque, entre une carrière dans la haute administration et une carrière dans les lettres. Finalement, il devient professeur de français, latin, grec, d'abord à Marseille, puis au lycée Henri IV. Il est professeur d'Hippocagne. Ce qui est important, c'est qu'en 1935, il rencontre Claude Cahour, qui devient sa femme. C'est une personnalité elle-même, dont je vous parlerai tout à l'heure, et ils adopteront un fils, puisqu'ils n'en auront pas malheureusement eux-mêmes, un fils qui s'appelle Alain Pompidou. Donc le petit Georges fait ses études, puis il fait son service militaire à Saint-Mexan. Il est mobilisé en 1940 dans le 1er régiment d'infanterie alpine, et survient la guerre. À la Libération, il devient professeur d'Hippocagne au lycée Henri IV, et peu de temps après, il est maître des requêtes au Conseil d'État, et il entre enfin à la Banque Rothschild. Donc il a un parcours un petit peu compliqué, mais ce qui est important, c'est qu'au moment où le général de Gaulle revient en 1958, il devient son directeur de cabinet. C'est ça, il a un parcours très lié à celui du général de Gaulle, notamment politiquement. Oui, tout à fait. Mais il rencontre le général de Gaulle par hasard, en fait. Oui, parce que c'est plutôt étonnant ce parcours. On va dire le petit enseignant qui va devenir d'un seul coup directeur de cabinet du général. C'est ce que je vous disais au début, c'est un parcours une ascension sociale absolument extraordinaire, rarissime, je dirais, pour ce genre de personnage. Donc, il devient donc plusieurs fois Premier ministre. Et jusqu'aux élections, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de 1969, consécutives aux événements de mai 68, et où il devient président de la République. Alors là, c'est assez extraordinaire. Il devient le 19e président de la République française. Il est élu avec 58,21% des voix face à Alain Poher. Et il nomme le jour même Jacques Chaban-Delmas comme Premier ministre. Ce qui est important, ce qu'on peut dire, si vous voulez, de son action en tant qu'homme politique et homme de gouvernement, c'est qu'il a eu un rôle extrêmement important dans la préparation des accords d'Évian en 1962, avec donc l'Algérie. Il a eu un rôle extrêmement important aussi dans l'aménagement du territoire et la réorganisation de la région Île-de-France, puisqu'il est à l'origine, si vous voulez, de l'éclatement des 2 départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, qui ont donné lieu aux 7 départements de Paris et de la Petite Couronne. Il était également extrêmement attentif au développement de tous les grands équipements de l'État et à la modernisation de l'industrie. C'est un bâtisseur, si vous voulez, c'est un homme visionnaire, c'est un homme qui prend des décisions et qui met en jeu les différents moyens pour y arriver. Et puis, il est également très attentif au retour des grands équilibres financiers et monétaires. Voilà. Donc ça, c'est pour l'homme d'État. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure Claude, et vous nous avez alléché en nous disant que vous alliez
nous en parler plus en détail. Oui. Sa femme a eu un rôle important à ses côtés. Oui, tout à fait, parce que c'était d'abord elle-même une personnalité très affirmée, je dirais. Tout le monde se souvient de sa silhouette très élégante, longiligne, sa liberté d'être et de penser, très anticonformiste. Elle et son mari, en fait, étaient tous les deux possédés littéralement par l'idée de la beauté, par une passion de l'art qui s'exprimait notamment dans la poésie et dans l'art contemporain. On sait que Claude Pompidou a remeublé complètement l'Élysée en y faisant venir des peintures de peintres contemporains, chose qui n'existait absolument pas. Donc, si vous voulez, Georges Pompidou, à ses côtés, retombait dans une atmosphère de privée, je dirais, très loin de tous les problèmes de l'État, et il pouvait se rebaigner, se replonger dans tout ce qu'il aimait. Georges Pompidou, il est notamment connu pour être le seul président de la Ve République à être mort pendant son mandat. Un mot sur cette mort-là, il est mort de quoi? Bon, écoutez, donc il est allé jusqu'au bout, je dirais. D'après ce que l'on dit, il savait qu'il était déjà malade quand il a été élu président de la République. En 1969. Oui, il avait en fait un cancer, une leucémie, un cancer du sang, une maladie épouvantable qui l'a obligé à subir des traitements très lourd, de la cortisone notamment, ce qui fait qu'il avait un physique extrêmement bouffi à la fin de sa vie. Et donc il est allé jusqu'au bout et il est mort, comme je vous le disais tout à l'heure, dans son appartement du quai de Béthune, mais en étant resté vraiment quasiment jusqu'à la veille, ou même le jour même, à la Maison Blanche à Orvilliers. Et maintenant, tous deux sont enterrés dans le petit cimetière d'Orvilliers. Donc cette Maison Blanche, c'était la maison référente ou c'était la maison où il venait passer du bon temps, les vacances? Alors, il passait beaucoup de temps quai de Béthune, bien entendu, à l'Élysée d'abord, Oui. quai de Béthune, et en troisième lieu, donc, dans cette petite maison d'Orvilliers, où il retrouvait la campagne et le calme. C'était leur bouffée d'air pur. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Catherine Garrigue. Je le rappelle, vous êtes l'un des auteurs du livre 78 personnalités illustrent les Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr.